Eh ben, ami rêveur, bonjour. C'est avec une joie non dissimulée que je vous retrouve. Et c'est décidément une chouette journée aujourd'hui, du coup. Je dis pas ça parce que c'est la Sainte Edwige aujourd'hui, hein. Mais après un mois de septembre qui m'a vu profiter un peu, beaucoup même, des amis, de la famille, et aussi des plaisirs de la table, je viens vous retrouver et ça fait vraiment super plaisir. J'ai tout de même pu suivre pendant ce petit mois là les lives de mes collègues. Et j'ai été ravi de voir que vous êtes toujours un peu plus nombreux à nous suivre. Ravi de voir, de retrouver les fidèles de la première heure, pas mal de nouveaux aussi. Donc voilà, pour vous tous, le fameux petit rappel de début de live, hein, où je vais faire un petit topo sur comment ça se passe. Les sujets sont choisis parmi ceux que vous nous proposez. Alors n'hésitez pas, faut relancer la machine, on arrive à la fin de la liste là. Donc si vous avez des questions sur la littérature, sur l'imaginaire, sur un sujet en particulier, allez-y, n'hésitez pas. L'un de nous, l'un des auteurs, voire illustratrice de l'équipe Entre Rêves, se penchera dessus et fera un petit speech et à la fin, comme d'habitude, hein, un petit combat de questions-réponses. Donc voilà. Pour commencer, merci à vous tous. Et pour ceux qui m'auraient oublié, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc moi c'est Julien Cazorla, je suis l'auteur de la saga Gaillarnel, Chronique des Terres Nouvelles, édité chez Entre Rêves Éditions. Bon, en même temps, si vous êtes sur cette page, vous devez vous douter un petit peu du nom de la maison d'édition. Enfin, je pense. Je pense et donc je suis. Ce qui m'amène au sujet du jour, Descartes. Ok, j'ai pas trouvé mieux comme transition, je suis désolé. Mais alors allons-y, c'est parti. Donc avant tout, un petit topo, sans jeu de mots cette fois-ci, sur l'histoire de la cartographie. Alors il faut savoir que les premières cartes connues dans l'histoire datent de 16 500 avant JC. L'autre JC, pas moi. Bref, on les retrouve, donc ces cartes 16 500 enfin ça fait un petit moment quand même, on les retrouve sur les murs de la grotte de Lascaux. Sur la grotte du Castillo en Espagne, vous allez voir une carte de la couronne boréale, qui elle est datée de 12 000 avant l'autre. Donc en effet, ça fait un petit moment, ça remonte vraiment à très très loin sur l'échelle de l'humanité, mais il faut savoir que ces cartes-là ne représentaient pas des lieux terrestres, mais une sorte de plan des étoiles en fait. Ça va faire la joie des fans de Stargate, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi vous. On avance dans le temps rapidement, on se retrouve à l'Antiquité, où le grec Ptolémée préparera sans salade, sans oignon, en 150 après JC, une carte générale du monde connu, tant dire qu'elle n'était pas super précise. Mais bon, c'était déjà un bon travail de fait. On fait un bond jusqu'au XIIe siècle cette fois-ci pour véritablement là commencer à trouver des cartes utiles qui serviront notamment à tracer des itinéraires commerciaux. En 1154, c'est un peu plus précis, on a la Tabula Rogeriana, désolé pour ma diction, de l'arabe Al-Idrissi, qui est connue comme étant l'une des premières véritables cartes précises du monde. Et puis tout s'accélère. Le commerce, les transports, les sciences, plus on en sait, et les cartes deviennent de plus en plus nombreuses et précises. Et même des écoles de cartographie qui vont voir le jour, notamment celle de Dieppe, qui est une des plus réputées à l'époque. On parle du XVIe siècle. Donc voilà, on continue. Vous avez la fameuse carte de Cassini, hein, qui au XVIIIe siècle a été faite au XVIIIe siècle et est encore consultée aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, Napoléon, lui, préférait la carte de son état-major. L'échelle était plus pratique pour l'usage militaire. Et depuis, c'est toujours plus précis. Il faut dire que le matériel a pas mal évolué aussi, hein. Alors j'en ai zappé un bon paquet évidemment, mais on va faire un petit speech sur les cartes dans la littérature, pas sur la cartographie en général, qui est pourtant un sujet vraiment passionnant. Je m'y suis plongé très succinctement, hein, pour pouvoir faire ce petit live. Mais franchement, si ça vous intéresse, allez-y, il y a des tas de choses vraiment intéressantes à apprendre. Donc, je disais, les cartes dans la littérature, notamment dans l'imaginaire et la fantasy, car elles tiennent une place vraiment importante, peut-être plus sinon que dans la littérature historique par exemple, hein. La carte fait partie de ce que je vais appeler moi les super bonus que proposent les livres de l'imaginaire, au même titre que les illustrations par exemple, ou les gravures qui vont accompagner les œuvres. Alors pourquoi c'est si important d'avoir une carte? Alors déjà, premier point, c'est assez subjectif, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais parce que c'est joli. Et oui, une belle carte, quel que soit le style qu'elle va avoir, hein, il y en a quelques-uns, va apporter une touche esthétique non négligeable à une œuvre, à un livre. Mais là, par contre, je vais m'étaler un peu plus sur la suite, ça a aussi un côté pratique.
Le mot est réducteur, je vais m'expliquer. Alors, déjà, une question. Une carte, ça sert à quoi? Ça sert à se repérer, oui, mais pas seulement. Depuis que l'homme explore, ça fait un bail, hein, on vient de le voir, et il a eu besoin de définir le monde dans lequel il vit. Toutes les sciences, même les religions aussi, à mon sens, ont ce but premier de définir le monde, afin de pouvoir mieux le comprendre, afin de pouvoir mieux se l'approprier. Donc revenons sur le côté topographique. Sur une carte, on peut tout y voir, on peut tout y mettre, on peut les frontières naturelles, ou non d'ailleurs, les reliefs, les aires démographiques, oui, bien, la faune, la flore, la répartition des températures, la pluviométrie, bravo, on peut mettre tout ce qu'on veut vraiment, mais aussi des repères de lieu, des repères de temps, des échelles. Je passe rapidement là-dessus, encore une fois, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En effet, donc, pendant longtemps, l'homme a découvert le monde sans satellite. Il a fallu y aller à grands coups de courage, à grands coups d'abnégation, de chance, parfois d'imagination aussi. Enfin, je dis l'homme, il y en a d'autres aussi, hein. Je pense notamment à Aulwen, la célèbre géographe et cartographe sylvaine, que vous rencontrerez peut-être dans vos lectures prochaines. Et c'est là que je prends un raccourci avec la littérature fantasy. Étant écrivain, ayant une carte dans ma saga, je parlerai en mon nom, mais j'ai quand même un peu consulté mes collègues et je pense que nous sommes nombreux de toute façon à penser de la même façon. C'est joli, une carte c'est joli, oui, c'est pratique pour le lecteur et surtout pour l'écrivain. Olivier de Sèze, auteur de L'Oublié des dieux, chez Entre Rêves Éditions, a lui aussi dessiné des cartes, des plans, afin de pouvoir mieux situer ses personnages dans l'espace. Il a même jusqu'à croquer certains bâtiments, parfois en détail vraiment, afin de savoir où et comment ils évoluent. Les personnages, pas les bâtiments. Enfin, quoique, je sais pas, j'ai pas encore lu son livre, mais ça ne saurait tarder. Créer une histoire avec des personnages imaginaires, se déroulant sur un monde, des mondes parfois, ou juste dans une cité, requiert certains outils. La carte en fait partie, je dirais même que c'est un des outils principaux. Mais l'exercice n'est pas évident, c'est vraiment pas simple. Laure Emmanuel Lasserre, hein, auteur bien connu de la team Entre Rêves, pense, comme elle le dit si bien, que certains détails sont une véritable purge à faire, et ce sont ces mots, et on la comprend, je vous montre. Alors, hop, normalement j'ai préparé, voilà. Alors la qualité va pas être terrible, hein, je vous invite du coup à vous procurer ce livre, mais regardez cette carte, et elle fourmille de détails en fait, donc j'imagine à quel point il a pu être difficile pour elle de la mettre en place, puisque tout a été créé par ses soins. Donc je suis vraiment d'accord avec elle, hein, c'est pas évident. Un écrivain va penser, va imaginer, va voir des choses. C'est pas pour autant un dessinateur et encore moins un cartographe. Le découpage des côtes, la mise en place des montagnes, le tracé des cours d'eau. Puis après il y a la mise en page, la couleur, le nom des lieux, la police qui va être utilisée, le nom des villes. C'est toute une méthode qu'il faut acquérir, qu'il faut inventer. Laure Emmanuel, je sais qu'elle joue du crayon et de l'informatique par exemple. Elle multiplie les outils pour pouvoir en créer un autre. Moi je croque, je fais mon petit plan et j'appelle un ami, hein. Personnellement, avant de me lancer dans le travail de l'écriture de Gaillarnel, du coup, j'ai créé la carte. L'idée, la trame de mon histoire, tout ça je l'avais, mais il fallait que ça reste cohérent, même si c'est un univers imaginaire. Donc avant de balancer mes acteurs dans leurs aventures, hein, j'ai dû définir les décors qui allaient les voir s'épanouir. Et souffrir un peu aussi, accessoirement. Enfin, vous verrez en le lisant. Du coup, vous commencez à la connaître, hein, la fameuse carte de Gaillarnel. Alors non, c'est pas celle-là. Elle est ici, voilà. Alors désolé, je sais pas s'il y a un petit effet miroir peut-être. Donc vous le savez, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Moi j'ai juste présenté un croquis plein de notes, plein de ratures, surtout à mon ami Anthony Pastor, qui lui a su sublimer mon brouillon pour en faire un chef-d'œuvre. Donc voilà, moi j'avais juste mon brouillon pendant l'écriture, mais ça a été quand même un outil assez pratique. Du coup, on en parle depuis tout à l'heure de cartes, moi je vous parle de ma carte, et maintenant je vais vous dire comment moi je l'ai créée cette carte. Alors attention, c'est tout à fait, c'est une méthode personnelle, moi j'ai fait comme ça, maintenant si vous avez des petits trucs, des petites astuces, si vous voulez me donner des conseils, allez-y, je lirai tout ça tout à l'heure, de toute façon, ou on le fait après pendant les questions-réponses. Du coup, moi j'ai procédé comme ça, première étape, trouver le style. Alors on pourrait mettre une carte hyper détaillée, genre image satellite, mais entre nous, où serait le charme? Moi je trouve ça assez froid et c'est précis, oui, mais ce n'est pas beau, c'est un livre qu'on écrit, c'est pas un GPS, hein, vous imaginez, ou alors à la limite un Tom Sawyer, peut-être que ça ferait l'affaire, mais... Bref, je pense que le style de la carte
le dessin, la police, la couleur même, hein, doit être lié au genre littéraire du livre qu'elle va accompagner. Ça me semble une condition sine qua non. En fantasy, donc, on va opter plus pour un style médiéval, plus rustique, genre parchemin. Ensuite, une fois qu'on a défini son style, la deuxième étape, là, on va commencer à croquer, on va définir le relief, montagne, mer, océan, cours d'eau, les plaines, les forêts, enfin tout ce qu'on peut mettre, tout ce que vous voulez mettre sur votre décor en fait. Ça va permettre du coup plusieurs choses. Ça va permettre donc déjà d'avoir un décor avec ses avantages et ses inconvénients, hein, selon ce que vous allez faire vivre à vos personnages. Et puis ça va permettre de définir une échelle de temps et de distance. Alors évidemment, pardon, le temps et le système métrique hein, se réfléchissent aussi. Il y a plusieurs pardon, critères qui vont rentrer en compte. Excusez-moi, un instant. Je me dois d'avoir une voix assez claire pour pouvoir introduire mon ami Kevin Gagna, l'auteur de Kingdom of Angels. Donc je disais, le système métrique et le temps se réfléchissent avant, et on le retrouve sur une carte, donc la fameuse carte de Kingdom of Angels, où là par exemple les journées vont durer 36 heures. Les pôles vont être inversés. Donc forcément, il faudra tenir compte de cet élément dans l'écriture, et la carte est importante pour le lecteur, pour pas se perdre justement, il va y avoir des informations, des données très importantes pour l'aider dans sa lecture. Donc l'échelle, la météo aussi. Et oui, j'en ai déjà un petit peu parlé lors de mon premier live, lorsque j'ai présenté l'univers de Guy Arnell. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce live sur cette page ou sur YouTube. Et tout ça pour dire qu'en effet, au bord de mer, en montagne, en plaine, on le sait, le climat n'est pas le même. Selon sous quelle latitude vous allez vous trouver, on n'aura pas les mêmes températures, par exemple. Alors évidemment, on peut faire varier tout ça en fonction d'autres critères. La planète est-elle ronde ou plate? Est-elle en équilibre sur le dos d'éléphant? Sous quelle latitude, je le disais, se déroule l'histoire? Quel est le cycle des saisons, etc., etc. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Après, on peut inclure quelques indications, des repères, des itinéraires, une rose des vents, c'est toujours un plus. Pour Guy Arnell, moi je me suis basé sur notre bonne vieille Gaïa, et vous comprendrez pourquoi quand vous aurez lu toute ma saga. Je fais un peu de pub au passage, mais on est là pour ça aussi. Donc le relief, l'échelle, le climat, avec ça on peut commencer à placer la végétation, la faune. Encore une fois, on peut imaginer une espèce de rhinocéros de montagne, évidemment. Mais alors à ce moment-là, il faudra une allure particulière, une allure adaptée pour supporter le froid, le relief, son alimentation, ses comportements sociaux aussi devront être réfléchis. Et c'est ainsi qu'est né le Dahu. Enfin, il paraît, je sais pas. Toute cette histoire avec l'évolution. Charles Darwin a écrit 2-3 trucs là-dessus, je vous invite à le lire, c'est assez intéressant. Bon, du coup, une fois que le décor est planté, on peut passer à la troisième étape. Il est temps de placer nos races, nos habitants, les personnages qui vont faire vivre notre livre, notre histoire. Ils vont avoir, comme la faune et la flore, hein, le physique, les logements, les mœurs adaptés aux espaces occupés. Donc parfait, on a nos habitants, on a notre décor, on n'a plus qu'à placer les villes, les villages, les cités, etc. et à démarrer l'histoire. À partir de là, en respectant certaines règles cohérentes, le travail est facilité. Je sais ce que je peux faire ou non à mes personnages. Je sais combien de temps un Sylvain ou un nain va mettre pour aller d'Alkéor à Karna. Que ce soit à pied ou monter sur un animal en été ou en hiver. Moi, ça m'a aidé. Ça peut aider un auteur à écrire ça, plus un monticule d'autres notes et dessins et d'informations qu'on peut glaner au fur et à mesure de nos recherches. Mais c'est aussi, donc je le disais, un bonus, un vrai bonus pour le lecteur. Notamment dans ce genre de littérature. Un monde imaginaire, c'est merveilleux, certes. On a quelques bases connues, mais malgré ça, c'est souvent unique, nouveau. Le lecteur va devoir se laisser aller, il va devoir apprendre et découvrir de nouveaux peuples, une nouvelle faune, une nouvelle flore, dans un décor particulier, etc., etc. Ça n'a pas de limite. C'est un nouvel univers. Après, un lexique, par exemple, un arbre généalogique, une carte, plusieurs cartes, sont du coup des outils d'auteur qui peuvent, à mon sens, et doivent être partagés avec le lecteur. C'est vraiment un outil pour tout le monde, ça facilite la lecture et c'est un vrai plus. Moi-même, quand je vais lire, alors je lis beaucoup de fantasy, pas que, mais beaucoup, j'aime m'imprégner de ces cartes, m'imprégner des reliefs, m'imprégner des distances, savoir situer tel ou tel endroit, avant même de me plonger dans l'intrigue, découvrir cet univers. Parfois y revenir aussi au fur et à mesure de mes lectures. Après, c'est aussi parfois un vrai dilemme pour un auteur d'intégrer ou non une carte. C'est une vraie question. Ça va dépendre du nombre de données à y placer, par exemple, de la tête de la carte aussi, hein, comme on l'a vu, c'est pas évident.
Et tout simplement parfois aussi parce que il n'y a pas besoin d'un visuel géographique pour décrire le lieu de l'action. Ou alors, on a aussi le désir de laisser le lecteur se faire sa propre idée des lieux, sans compter la taille, le nombre des lieux, du coup, où les actions vont se dérouler. Si c'est un huis clos dans une grange, ou au contraire une aventure intergalactique, c'est pas la même danse. On peut pas non plus placer 53 cartes dans un livre. Si, si, on pourrait, mais à ce moment-là, c'est plus un roman, c'est un atlas. Pareil, s'il s'agit d'une saga qui va se dérouler dans un univers vaste, insérer une ou des cartes pourrait s'avérer contre-productif, voire perdre le lecteur. Annelise Blasco, par exemple, notre éditrice et aussi auteure d'Akkad, a fait le choix de ne pas inclure de cartes. Elle a écrit 8 livres dans sa saga. L'action se déroule sur une échelle planétaire. Ça aurait été peut-être un peu plus compliqué en fait pour le lecteur. Je sais qu'elle en a dessiné quelques-uns pour s'aider dans l'écriture. On le fait tous. Elle a choisi de ne pas les mettre dans ses livres. Enfin bref, pratique et jolie. Alors je ne parle pas de notre éditrice, ne m'en veux pas Annelise. Pratique et jolie, voilà deux choses simples, ultra efficaces, que tous, ou presque, on aime retrouver dans la vie au quotidien. Alors j'invite les auteurs en herbe ou les plus connus à partager leurs outils géographiques, entre autres, et les lecteurs surtout à savourer, à se laisser aller, à visiter des mondes étranges, uniques, nouveaux, des contrées inconnues, pas à pas, à suivre le guide, et parfois à se laisser perdre pour mieux pouvoir s'évader. De toute façon, dans votre lecture, si à un moment donné vous êtes paumé, c'est pas grave. Retour en page 4, on se repère sur la carte et c'est bon, tout est nickel, quoi. Tout rentre dans l'ordre. Enfin voilà. Du coup, j'arrive à la fin de mon petit speech. J'espère que vous avez trouvé ce moment utile et agréable, voire pratique et joli, du coup, et qu'il a suscité en vous tout un bouillonnement de questions ou même de conseils à me donner. Donc je vous invite à partager avec moi, entre vous, dans le flux de discussion.